démarrer l'enregistrement donc. Et je lance robot. On s'en fout. Alors, quand vous lancez robot, en général, on a ce système-là qui apparaît. Hein, cet écran, c'est l'écran d'accueil dans lequel vous allez avoir vos projets, si vous en avez, et des petits raccourcis pour créer des nouveaux projets. Ça, c'est juste 4 possibilités. Si je fais plus, j'ai d'autres possibilités pour créer des projets. On peut créer tout simplement un bâtiment. Alors, généralement, dans ces cas-là, on passe de Revit à robot pour pouvoir le faire sur la conception d'un bâtiment. Ici, vous avez des structures qui sont des structures 3D. Moi, ce que je vous conseille à chaque fois, c'est d'utiliser une structure en portique-plan. Tout le temps. Pas, si vous faites une poutre treillis, vous pouvez très bien décider de faire des poutres treillis. Même en poutre treillis, il vaut mieux utiliser le portique plan et relâcher à la main les nœuds pour dire que vous avez des articulations et non pas des encastrements à chaque nœud. C'est quand même le portique plan est quand même plus intéressant. Partez pas sur des portiques spatiaux, ça va être trop compliqué. Alors, donc uniquement portique plan. La première chose à faire quand vous avez à démarrer un fichier, ça va être de vérifier l'unité dans laquelle vous travaillez. Pour ça, vous vous rappelez où est-ce qu'il faut aller? Quand on a besoin d'avoir en haut, pour avoir les unités, changer les unités, vérifier les unités. Dans outils, voilà, unité, format, exact. Donc vous allez dans outils, unité et format. Donc là, vous voyez que les dimensions ici, pour les dimensions de la structure, c'est en mètres. Généralement, quand on fait de la construction métallique, les dimensions de section sont plutôt en millimètres. Les, les forces ici sont bien en kilonewtons, ça c'est pour savoir dans quelle unité vous allez rentrer vos efforts. Et vous avez besoin de vérifier essentiellement les normes de conception. En normes de conception, on va avoir tout ce qui est conception, structure acier et aluminium. Vous choisissez l'Eurocode 3. Pour tout ce qui est assemblage acier, c'est aussi l'Eurocode 3. Pour les structures bois, Eurocode 5, même si vous n'en avez pas besoin cette fois-ci. Pour le béton armé, Eurocode 2 et la géotechnique, c'est l'Eurocode 7. Je vous demande là de le faire parce que si vous travaillez sur votre ordinateur perso, je vais vous montrer un petit raccourci qui sera après sympathique plutôt que d'avoir à le refaire à chaque fois. En termes de charge, vous vérifiez bien que pour les pondérations, je fais une pause comme ça vous pouvez l'ouvrir. Ouais. En termes de pondération, vous choisissez bien l'Eurocode 0. En termes de charge de neige et vent, vous choisissez bien l'Eurocode 1. Et les charges sismiques, l'Eurocode 8, même si vous n'aurez pas à les utiliser. Alors pourquoi bien paramétrer comme ça dès le départ? Parce que si vous travaillez sur votre ordinateur personnel, vous pouvez faire enregistrer les paramètres comme paramètres par défaut. Et dans ces cas-là, vous aurez plus à refaire cette étape-là. Ok. Ensuite, pour pouvoir modéliser la structure, on va dire que toutes les étapes dont vous avez besoin se trouvent ici à droite. Là, à droite. Donc la première étape, c'est la création des axes. Je définis mes axes. Mon portique, il fait 19 mètres de long. Je vais donc avoir en X, je commence à 0, je vais répéter 2 fois un espacement de 9 mètres 50. Je fais ajouter et je vérifie que, vous voyez, le dernier, il est bien à 19 mètres. Pour les Z, je préfère utiliser au niveau du libellé les valeurs, c'est-à-dire vraiment l'altimétrie exacte du projet. Je vais avoir d'abord 0, ensuite je vais avoir 6 mètres et mon fêtage est à 6 mètres 60. C'est pour ça qu'au niveau de l'esquisse, c'est important d'avoir
vos données en termes de longueur, parce que c'est ça qui va vous permettre de mettre vos axes. On applique, et voilà, j'ai mes axes, et je vais pouvoir continuer la modélisation. Je ferme. Bon, il existe des structures types. On ne va pas s'intéresser aux nœuds, parce que quand on fait les barres, il va faire directement les nœuds. Donc, je prends les barres, et là, vous voyez que il me demande, dans un premier temps, une section. Alors, quand vous faites du dimensionnement, vous ne savez pas forcément quelles sont les sections que vous allez avoir. Donc, vous allez mettre des sections un peu au pifomètre. Et je vais vous montrer comment on peut optimiser un peu la structure. Donc, là, dans ce cas présent, je connais déjà mes éléments. Ce que je vous conseille quand même, c'est en termes de caractéristiques, de bien choisir ce qui est poteau en poteau et ce qui est poutre en poutre. Donc, poteau, section, alors que je m'en rappelle, c'est un IPE 360. Je clique, je choisis IPE, pouf, 360. Voilà. J'ajoute. Et je lui dis qu'il va de là, voilà. Et que le deuxième va de là, voilà. Et ensuite, je vais prendre un IPE 330. Alors, j'ai oublié de faire une chose, c'est que ça devient une poutre, pas un poteau, mais une poutre en IPE 330. Ajouter, fermer, de là, voilà, et de là, voilà. Si vous voulez modifier vos barres, vous sélectionnez votre barre. Vous voyez ici que vous avez toutes ces caractéristiques. Et en particulier, vous avez ici la section. Donc vous pouvez très bien rechercher une autre section en ajoutant dans le catalogue ici des profilés des barres. Vous pouvez rajouter d'autres sections, définir un nouveau profilé et vous retombez sur la même fenêtre qu'auparavant pour pouvoir ajouter une section. Vous voyez que ici j'ai aussi les relâchements. Donc je peux décider que ma barre elle est biarticulée ou qu'elle est articulée dans un sens et encastrée dans l'autre, ou encastrée dans un sens et articulée dans l'autre. Donc là on a aussi les fameux relâchements dont on pourrait avoir besoin si on fait une poutre treillis. On a ici défini les profilés des barres, on a défini le matériau, on a dit que c'était un matériau acier, et on va pouvoir définir les appuis. Dans le cas de l'exercice que l'on fait, on a des rotules en bas. Et on ferme. Ensuite, je continue, définir les cas de charge. Qu'est-ce que je vais avoir comme cas de charge? Je vais déjà avoir mes charges permanentes. Ensuite, on va définir les charges d'exploitation. Là, on retrouve les catégories de bâtiments. Ici, on est sur un hall industriel. Vous serez sur une catégorie H, toiture. Donc là, je suis sur un hall industriel. Je crois que c'est B. On va prendre B. Ajouter. Ensuite, je vais avoir des charges de neige. Je vais avoir aussi des charges de vent. Ce qui importe ici, ça va être, pour les charges de neige et les charges de vent, de les faire générer par robot. Parce que en TD et en cours, on ne voit qu'un seul cas de vent. Vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, je vais lui demander de charger mes charges de neige et de vent. Vous vérifiez bien là-haut que vous êtes en Eurocode 1. Vous choisissez l'enveloppe. Donc là, il m'a dit que j'avais tout, c'est normal. Je n'ai pas d'acrotère ni de haut vent. Et là, ce qui va être aussi important, c'est de définir la profondeur de la structure. Donc là, ce bâtiment, il fait 24 mètres de long et j'ai un anthrax de 6 mètres. Je vais faire mes calculs de vent et mes calculs de neige. Et je vais lui faire paramètres. En région de vent, on est en zone 1, 22 mètres par seconde. En région de neige, on est en C2, si je me rappelle bien.
Notre altitude géographique, donc là, ce bâtiment à Vauglan, on avait dit 250 mètres. Et durée vie de la structure, 50 ans. Ensuite, en termes de vent, on va lui demander de calculer automatiquement la vitesse de vent. Vous remarquerez que ces paramètres-là, on va les calculer en TD. Et on est sur un ouvrage qui est un ouvrage industriel, donc en zone urbanisée ou industrielle, ce qui va changer ici les caractéristiques que l'on va retrouver en TD. En termes de neige, généralement, on ne change rien. On peut lui demander de ne pas calculer les précipitations accidentelles. Ça évite d'avoir trop de choses différentes. La perméabilité, c'est déterminer la quantité d'ouverture que l'on a au niveau des longs pans. Donc là, j'ai pas pris les planches, on ne peut pas le faire, mais ici, c'est tout à fait possible de le faire. Une fois que l'on a ça, vous voyez que vous avez ici les boutons générer. Générer en 2D et générer en 3D. On va pas s'amuser à générer en 3D parce que générer en 3D, c'est comme retourner sur le portique 3D que l'on avait auparavant. Donc on va lui demander de faire générer. Et là, il va nous demander de choisir le portique sur lequel on veut générer. On peut lui demander de générer les charges sur tous les portiques. Il est gentil. On va prendre, généralement ce que je prends, c'est le portique du milieu. Ce portique du milieu, je le sélectionne et je fais OK. Hop. Et là, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien, on va retrouver une note d'hypothèse. On va y retrouver toutes les dimensions de notre ouvrage, toutes les hypothèses concernant le vent et les coefficients de pression à calculer, toutes les hypothèses concernant la neige. Ensuite, il va calculer tous les coefficients de pression externe, ce que l'on va faire en TD. Donc il va me calculer tout suivant tous les cas de charge de vent, c'est-à-dire le vent qui va de gauche à droite, le vent qui va de droite à gauche, le vent qui va d'avant en arrière et le vent qui va d'arrière en avant. Donc il me fait tous les cas de charge de vent. Et puis une fois qu'il a les coefficients, eh ben, il va pouvoir calculer les charges linéaires sur le portique. Comme il va pouvoir calculer les charges linéaires sur le portique, eh ben, si je regarde derrière, je vais pouvoir vous montrer qui va me générer le tableau. Donc je fais un clic droit, attributs. Non, c'est pas les attributs. Je fais un clic droit, je lui demande tableau, tableau des charges. OK. Et regardez, il me génère toutes les charges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux lui demander de m'afficher ici en chargement, par exemple, les charges de vent. Paf, j'ai les charges de vent. Donc il me fait vraiment toutes mes charges. Donc il restera quand même à rajouter le poids propre, puisque sur une structure, on a quand même tout le bardage, on a la couverture à régénérer, et puis il y a aussi les charges d'exploitation. Généralement, ce sont des charges d'entretien que l'on a uniquement sur la toiture et qui valent 0,8 kN par mètre carré. À partir de là, je vais pouvoir lui demander de me générer les combinaisons. Et avec ce bouton ici, donc il faut être en haut dans chargement. Avec ce bouton ici, avec le plus, hop, ça fonctionne rarement, mais ça fonctionne. On peut lui demander de générer toutes les combinaisons. Vous voyez que là, il me fait automatiquement 979 combinaisons. On peut lui demander les simplifier, mais il ne veut pas les faire, ou on peut lui demander les manuels. Donc les manuels, le gros avantage, c'est que je vais pouvoir déjà lui dire, t'es gentil, mais je veux pas les charges accidentelles
et je veux pas les charges de feu. Et puis aux ELS, je vais m'arrêter aux combinaisons juste caractéristiques. À partir de là, vous voyez que là, il a fait tous les cas de charge. Je lui dis que je sélectionne tout avec le bouton avec les trois petits points et je fais générer. Donc il m'a généré tous mes cas de charge. Bon, il m'en a quand même généré pas mal. Hein. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment il a fait la numérotation automatique. On ne sait pas vraiment quelles sont les charges qui sont vraiment les charges liées aux ELU et les charges qui sont liées aux ELS. Pour ça, vous faites un clic droit, tableau, et vous avez ici combinaison. Et je m'aperçois que mes combinaisons aux ELU, ça va de 22 à beaucoup. 8. Je suis descendu trop. Donc 22 à 618. Alors pourquoi je vais en avoir besoin? Non, pas 618, 619. Pourquoi je vais en avoir besoin? Tout simplement parce que je vais déterminer après les courbes enveloppes pour pouvoir faire la vérification de ma structure. Donc 22 à 619. Donc je ferme. Une fois que j'ai défini ma géométrie, une fois que j'ai défini mes chargements, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai défini la géométrie, j'ai défini les charges. On a les combinaisons. On arrête là. On les a. Et comment on fait pour obtenir les diagrammes? Le calcul. Avec la petite calculatrice qui est en haut. On lance le calcul. À partir de là, eh ben, vous pouvez avoir les résultats et dans les résultats, avoir les diagrammes. Donc, je vais afficher les diagrammes aux ELU, donc 22 à 619. Et je vais par exemple afficher le moment. Est-ce que ça c'est parlant? Ça vous est utile? Pas vraiment, qu'est-ce qui manque? Il manque les valeurs. Donc les valeurs, elles vont être ici, hop, dans description, paramètres description. Et moi j'aime bien aussi différencier les moments qui sont positifs des moments qui sont négatifs. Donc on s'aperçoit que eh ben, je vais y avoir ici mon nœud d'ossature qu'il va falloir que je dimensionne à 175 kN/m. Alors 175 kN/m, le gros avantage c'est que, ah non ça c'est les réactions, je peux aussi les avoir pouf, 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 c'est dans tableau. Ici il m'affiche les réactions, moi je voudrais avoir les efforts. Ok. Ils sont ici. Et donc à partir de là, alors ce que je vous conseille, hein, c'est de faire un copier-coller, comme ça pour rechercher après sous XL, c'est plus pratique, parce que là on ne peut pas rechercher. Donc trouver le 175 kN/m, donc là j'ai que du 0. Bon, il y a beaucoup de lignes, donc c'est pour ça sous XL, c'est quand même vachement mieux. Si je peux sélectionner le nœud, ça sera le nœud 2. Nœud 2 par 1. Allez, entrée. Il veut pas me le faire. Si, barre 1, mais le nœud 2. Non, il veut pas me le faire le nœud. Nœud 275,45. Vous voyez que c'est le cas de charge numéro 434.
Donc je vais avoir aussi un effort tranchant à prendre en compte et un effort normal à prendre en compte. Sachant que sur robot, la compression est positive. À partir de là, j'ai mes efforts. Je peux déterminer mes efforts en termes de, de moments. Généralement, on dimensionne plutôt en moments. Effort normal seul ou effort tranchant seul. Ce qui est important ici au niveau de robot, pour vous donner un ordre d'idée, surtout quand vous êtes dans la phase de conception où il va falloir faire des calculs itératifs, ça va être de vérifier votre structure. Ici, vous faites dimensionnement barre acier aluminium. Hop. Vous lui dites que vous voulez vérifier des pièces. Vous le faites par exemple aux ELU. Aux ELU, c'est donc 22 à 619. Et on lui dit, alors vérification des pièces, t'es gentil, tu vas me faire un A4, tout. Et on calcule. Et là, il me dit quoi? Il me dit que le poteau, il passe. On est pas mal, hein, on a un bon ratio, qui est un ratio de 0,78. La poutre ne passe pas. La poutre ne passe pas, pourquoi? Parce qu'il y a du déversement et que je ne lui ai pas indiqué les caractéristiques en termes de déversement. Et donc ça, bon, il faudrait que je vous fasse une autre vidéo, c'est un peu compliqué pour lui dire que à peu près un tiers, je vais avoir un point de fixation qui va justement m'empêcher de déverser. Généralement, dans les structures, on a des bracons qui vont relier les pannes à la poutre principale et qui justement créent un point dur et empêche de déverser. Donc il ne me prend pas ça en compte et c'est pour ça que si je regarde, au final, je suis ici à 1,63 parce que c'est le déversement qui me pose problème. Parce que si je regarde ici en termes de moment résistant, je suis à 189 kN. Donc ça marche. Mais c'est le moment résistant au déversement, B pour buckling, qui ne passe pas. Ouais. C'est le taux de travail. Donc voilà, vous voyez que là, c'est le déversement. Vous pouvez très bien laisser ça comme ça en disant on voit que c'est le déversement qui ne passe pas. Il faut donc prévoir des structures intermédiaires pour éviter ce déversement. Je ne vous demanderai pas de me faire un calcul de déversement. C'est trop compliqué. On a la possibilité de dimensionner les familles. Pour ça, il aurait fallu que je définisse les familles. Donc là, c'est pareil, c'est une autre vidéo qu'il faut que je vous fasse. Et dans ces cas-là, si je lui demande de dimensionner les familles, donc je peux lui demander de dimensionner ma famille de poteaux, par exemple, et il va vous soumettre des profilés qui sont optimum. Donc ça, c'est bien. Donc là, il faudrait que j'aille ici, dimension des familles. Et il faut lui définir ici des familles. Donc je vais faire par exemple nouvelle famille qui contient par exemple les barres 1 et 2. Donc là c'est poteau. Enregistrer. Et puis je vais faire nouvelle famille qui contient les barres 3 et 4. Je vais les appeler les poutres. J'enregistre. Et donc par exemple ici, au niveau de la vérification, s'il veut bien me l'agrandir, dimensionnement de la famille, vous voyez que ma poutre 3-4 elle passe pas. Je lui demande les poutres. Hop, et je fais calculer. Et donc il me dit que ça serait bien d'avoir un IPE 400. Ouais, là il est. Et ce qui est bien, c'est qu'il vous donne aussi le cas le plus défavorable. Ici, il vous donne le cas le plus défavorable. Je vous demande dans la SAE
de vérifier la structure. Et donc là, comme il vous donne déjà le cas le plus défavorable, ça vous évite d'avoir à rechercher partout. Et vous pouvez sortir les diagrammes uniquement de ce cas-là. Donc là, c'est quand même pas mal. Donc ça évite de faire la recherche à la main. Et 434, ici, le 434, c'est celui qu'on avait justement trouvé à 175,45, vous voyez. Autre chose que vous pouvez faire, vous pouvez aussi vous amuser un petit peu. Vous voyez qu'on a un truc ici qui s'appelle assemblage. Je vais fermer ici. Non, je ne vais pas l'enregistrer. Fermez là. Je ne l'enregistre pas. Vous pouvez sélectionner le poteau et la traverse et lui dire que vous voulez créer un nouvel assemblage de la structure. Oui. Cet assemblage de structure, regardez, il a déjà les sections qui sont rentrées. Je vous montre un petit peu en 3D. Alors, on va faire un truc comme ça pour que vous puissiez le voir au fur et à mesure que je modifie. Là, c'est vraiment pas top en termes d'assemblage. Généralement, ce que l'on a dans les assemblages poteaux arbalétriers, ce sont des, des jarrets. Donc, pas forcément en partie supérieure, mais surtout en partie inférieure. La hauteur du jarret correspond généralement à la hauteur de la poutre. Donc ici, on était sur un IPE 360. Je vais lui dire que j'ai une poutre de 300. Je vais la couper un peu. La longueur représente en général le dixième de la portée. Donc on était sur du 9,50 m. Et ben, je vais lui dire que ma longueur, c'est 900 mm. La largeur, ben, ça en est sur un IPE 360, donc ça doit être bon en termes de largeur, il faut juste vérifier. Vérifier ici les caractéristiques, hein. On reprend le même profil et qu'on coupe. Donc, à partir de là, ce qui est important, regardez ce qui se passe. Si j'applique, il est gentil. Voilà, il m'a rajouté mon jarret. Est-ce qu'il est top le jarret là? Qu'est-ce qui se passe si j'ai un élément qui me soulève ma poutre? Le jarret, il sert à quelque chose ou pas? Voilà, pas du tout, hein. Il n'est pas du tout fixé à la structure. Vous avez des boulons que en haut. Donc il va falloir regarder les boulons. En termes de boulons, prendre du 10,9, c'est quand même un peu beaucoup. Maximum du 8,8.